Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre Les Misérables tome 2 Cosette. Par Victor Hugo. Livre 1er, Waterloo. Chapitre 1. Ce qu'on rencontre en venant de Nivelles. L'an dernier 1861, par une belle matinée de mai, un passant, celui qui raconte cette histoire, arrivait de Nivelles et se dirigeait vers la Hulpe. Il allait à pied. Il suivait entre deux rangées d'arbres, une large chaussée pavée ondulant sur des collines qui viennent l'une après l'autre, soulèvent la route et la laissent retomber, et font là comme des vagues énormes. Il avait dépassé Lillois et Bois-Seigneur-Isaac. Il apercevait à l'ouest le clocher d'ardoise de Braine-l'Alleud, qui a la forme d'un vase renversé. Il venait de laisser derrière lui un bois sur une hauteur, et à l'angle d'un chemin de traverse, à côté d'une espèce de potence vermoulue portant l'inscription « Ancienne barrière numéro 4 », un cabaret ayant sur sa façade cet écriteau « Aux 4 vents ». Échabeau, café de particulier. Un demi-quart de lieue plus loin que ce cabaret, il arriva au fond d'un petit vallon, où il y a de l'eau, qui passe sous une arche pratiquée dans le remblai de la route. Le bouquet d'arbres, clairsemé mais très vert, qui emplit le vallon d'un côté de la chaussée, s'éparpille de l'autre dans les prairies et s'en va avec grâce et comme en désordre vers Braine-l'Alleud. Il y avait là à droite, au bord de la route, une auberge, une charrette à 4 roues devant la porte, un grand faisceau de perches à houblon, une charrue, un tas de broussailles sèches près d'une haie vive, de la chaux qui fumait dans un trou carré, une échelle le long d'un vieux hangar à cloisons de paille. Une jeune fille sarclait dans un champ où une grande affiche jaune, probablement du spectacle forain de quelque kermesse, volait au vent. À l'angle de l'auberge, à côté d'une mare où naviguait une flottille de canards, un sentier mal pavé s'enfonçait dans les broussailles. Ce passant y entra. Au bout d'une centaine de pas, après avoir longé un mur du XVe siècle surmonté d'un pignon aigu à briques contrariées, il se trouva en présence d'une grande porte de pierre cintrée, avec un poste rectiligne, dans le grave style de Louis XIV, accosté de 2 médaillons planes. Une façade sévère dominait cette porte. Un mur perpendiculaire à la façade venait presque toucher la porte et la flanquait d'un brusque angle droit. Sur le pré devant la porte gisaient 3 herses, à travers lesquelles poussaient pêle-mêle toutes les fleurs de mai. La porte était fermée. Elle avait pour clôture 2 battants d'écrépise, ornés d'un vieux marteau rouillé. Le soleil était charmant, les branches avaient ce doux frémissement de mai qui semble venir des nids, plus encore que du vent. Un brave petit oiseau, probablement amoureux, vocalisait éperdument dans un grand arbre. Le passant se courba et considéra dans la pierre à gauche, au bas du pied droit de la porte, une assez large excavation circulaire ressemblant à l'alvéole d'une sphère. En ce moment les battants s'écartèrent, et une paysanne sortit. Elle vit le passant, et aperçut ce qu'il regardait. « C'est un boulet français qui a fait ça, » lui dit-elle. Et elle ajouta. « Ce que vous voyez là plus haut dans la porte, près d'un clou, c'est le trou d'un gros biscayen. Le biscayen n'a pas traversé le bois. »« Comment s'appelle cet endroit-ci » demanda le passant. « Hougomont, » dit la paysanne. Le passant se redressa. Il fit quelques pas, et s'en alla regarder au-dessus des haies. Il aperçut à l'horizon à travers les arbres une espèce de monticule, et sur ce monticule, quelque chose qui, de loin, ressemblait à un lion. Il était dans le champ de bataille de Waterloo. Chapitre 2. Hougomont. Hougomont, ce fut là un lieu funèbre, le commencement de l'obstacle, la première résistance que rencontra à Waterloo, ce grand bûcheron de l'Europe qu'on appelait Napoléon, le premier nœud sous le coup d'hache. C'était un château, ce n'est plus qu'une ferme. Hougomont, pour l'antiquaire, c'est Hugomont. Ce manoir fut bâti par Hugo, sire de Sommerel, le même qui dota la 6e chapellenie de l'abbaye de Villers. Le passant poussa la porte, coudoya sous un porche une vieille calèche et entra dans la cour. La première chose qui le frappa dans ce préau, ce fut une porte du XVIe siècle qui y simule une arcade, tout étant tombé autour d'elle. L'aspect monumental naît souvent de la ruine. Auprès de l'arcade s'ouvre dans un mur une autre porte avec claveaux du temps de Henri IV, laissant voir les arbres d'un verger. À côté de cette porte un trou à fumier, des pioches et des pelles, quelques charrettes, un vieux puits avec sa dalle et son tourniquet de fer,
un poulain qui saute, un dindon qui fait la roue, une chapelle que surmonte un petit clocher, un poirier en fleurs en espalier sur le mur de la chapelle, voilà cette cour dont la conquête fut un rêve de Napoléon. Ce coin de terre, s'il eût pu le prendre, lui eût peut-être donné le monde. Des poules y éparpillent du bec la poussière. On entend un grondement, c'est un gros chien qui montre les dents et qui remplace les Anglais. Les Anglais là ont été admirables. Les 4 compagnies des gardes de Cook y ont tenu tête pendant 7 heures, à l'acharnement d'une armée. Hougomont, vu sur la carte, en plan géométral, bâtiment et enclos compris, présente une espèce de rectangle irrégulier dont un angle aurait été entaillé. C'est à cet angle qu'est la porte méridionale, gardée par ce mur qui la fusille à bout portant. Hougomont a 2 portes, la porte méridionale, celle du château, et la porte septentrionale, celle de la ferme. Napoléon envoya contre Hougomont son frère Jérôme. Les divisions Guilleminot, Foy et Bachelu s'y heurtèrent, presque tout le corps de Reille y fut employé et y échoua. Les boulets de Kellermann s'épuisèrent sur cet héroïque pan de mur. Ce ne fut pas trop de la brigade Baudouin pour forcer Hougomont au nord, et la brigade Soye ne put que l'entamer au sud, sans le prendre. Les bâtiments de la ferme bordent la cour au sud. Un morceau de la porte nord, brisé par les Français, pend accroché au mur. Ce sont 4 planches clouées sur 2 traverses, et où l'on distingue les balafres de l'attaque. La porte septentrionale, enfoncée par les Français, et à laquelle on a mis une pièce pour remplacer le panneau suspendu à la muraille, s'entrebâille au fond du préau. Elle est coupée carrément dans un mur, de pierre en bas, de briques en haut, qui ferme la cour au nord. C'est une simple porte charretière comme il y en a dans toutes les métairies, 2 larges battants faits de planches rustiques, au-delà, des prairies. La dispute de cette entrée a été furieuse. On a longtemps vu sur le montant de la porte toutes sortes d'empreintes de mains sanglantes. C'est là que Baudouin fut tué. L'orage du combat est encore dans cette cour. L'horreur y est visible, le bouleversement de la mêlée s'y est pétrifié, cela vit, cela meurt, c'était hier. Les murs agonisent, les pierres tombent, les brèches crient, les trous sont des plaies, les arbres penchés et frissonnants semblent faire effort pour s'enfuir. Cette cour, en 1815, était plus bâtie qu'elle ne l'est aujourd'hui. Des constructions qu'on a depuis jetées bas, y faisaient des redans, des angles et des coudes d'équerre. Les Anglais s'y étaient barricadés, les Français y pénétrèrent, mais ne purent s'y maintenir. À côté de la chapelle, une aile du château, le seul débris qui reste du manoir d'Hougomont, se dresse écroulée, on pourrait dire éventrée. Le château servit de donjon, la chapelle servit de blocos. On s'y extermina. Les Français, arquebusent de toutes parts, de derrière les murailles, du haut des greniers, du fond des caves, par toutes les croisées, par tous les soupiraux, par toutes les fentes des pierres, apportèrent des fascines et mirent le feu aux murs et aux hommes. La mitraille eut pour réplique l'incendie. On entrevoit dans l'aile ruinée, à travers des fenêtres garnies de barreaux de fer, les chambres démantelées d'un corps de logis en briques. Les gardes anglaises étaient embusquées dans ces chambres. La spirale de l'escalier, crevassée du rez-de-chaussée jusqu'au toit, apparaît comme l'intérieur d'un coquillage brisé. L'escalier a 2 étages. Les Anglais, assiégés dans l'escalier, et massés sur les marches supérieures, avaient coupé les marches inférieures. Ce sont de larges dalles de pierre bleue, qui font un monceau dans les orties. Une dizaine de marches tiennent encore au mur, sur la première est entaillée l'image d'un trident. Ces degrés inaccessibles sont solides, dans leurs alvéoles. Tout le reste ressemble à une mâchoire édentée. 2 vieux arbres sont là, l'un est mort, l'autre est blessé au pied et reverdi en avril. Depuis 1815, il s'est mis à pousser à travers l'escalier. On s'est massacré dans la chapelle. Le dedans, redevenu calme, est étrange. On n'y a plus dit la messe depuis le carnage. Pourtant l'autel y est resté, un autel de bois grossier adossé à un fond de pierre brute. 4 murs lavés au lait de chaux, une porte vis-à-vis l'autel, 2 petites fenêtres cintrées, sur la porte un grand crucifix de bois, au-dessus du crucifix un soupirail carré bouché d'une botte de foin, dans un coin à terre, un vieux châssis vitré tout cassé, telle est cette chapelle. Près de l'autel est clouée une statue en bois de Sainte Anne, du XVe siècle. La tête de l'enfant Jésus a été emportée par un Biscayen. Les Français, maîtres un moment de la chapelle, puis délogés, l'ont incendiée. Les flammes ont rempli cette masure, elle a été fournaise, la porte a brûlé,
le plancher a brûlé, le Christ en bois n'a pas brûlé. Le feu lui a rongé les pieds dont on ne voit plus que les moignons noircis, puis s'est arrêté. Miracle, au dire des gens du pays. L'enfant Jésus, décapité, n'a pas été aussi heureux que le Christ. Les murs sont couverts d'inscriptions. Près des pieds du Christ on lit ce nom, Anquiné. Puis ces autres, comte de Rio Mayor. Marc y Marquesa de Almagro, Habana. Il y a des noms français avec des points d'exclamation, signes de colère. On a reblanchi le mur en 1849. Les nations s'y insultaient. C'est à la porte de cette chapelle qu'a été ramassé un cadavre, qui tenait une hache à la main. Ce cadavre était le sous-lieutenant Legros. On sort de la chapelle, et à gauche on voit un puits. Il y en a 2 dans cette cour. On demande, pourquoi n'y a-t-il pas de seau et de poulie à celui-ci? C'est qu'on n'y puise plus d'eau. Pourquoi n'y puise-t-on plus d'eau? Parce qu'il est plein de squelettes. Le dernier qui est tiré de l'eau de ce puits, se nommait Guillaume Van Kylsom. C'était un paysan qui habitait Hougomont, et y était jardinier. Le 18 juin 1815, sa famille prit la fuite et s'alla cacher dans les bois. La forêt autour de l'abbaye de Villers abrita pendant plusieurs jours et plusieurs nuits toutes ces malheureuses populations dispersées. Aujourd'hui encore de certains vestiges reconnaissables, tels que de vieux troncs d'arbres brûlés, marquant la place de ces pauvres bivouacs tremblants au fond des halliers. Guillaume Van Kylsom demeura à Hougomont pour garder le château et se blottit dans une cave. Les Anglais l'y découvrirent. On l'arracha de sa cachette, et à coups de plat de sabre, les combattants se firent servir par cet homme effrayé. Ils avaient soif, ce Guillaume leur portait à boire. C'est à ce puits qu'ils puisaient l'eau. Beaucoup burent là leur dernière gorgée. Ce puits, où burent tant de morts, devait mourir lui aussi. Après l'action, on eut une hâte enterrer les cadavres. La mort a une façon à elle de harceler la victoire, et elle fait suivre la gloire par la peste. Le typhus est une annexe du triomphe. Ce puits était profond, on en fit un sépulcre. On y jeta 300 morts. Peut-être avec trop d'empressement. Tous étaient-ils morts? La légende dit non. Il paraît que la nuit qui suivit l'ensevelissement, on entendit sortir du puits des voix faibles qui appelaient. Ce puits est isolé au milieu de la cour. 3 murs mi-partis pierre et briques, repliés comme les feuilles d'un paravent et simulant une tourelle carrée, l'entourent de 3 côtés. Le 4e côté est ouvert. C'est par là qu'on puisait l'eau. Le mur du fond a une façon d'œil de bœuf informe, peut-être un trou d'obus. Cette tourelle avait un plafond, dont il ne reste que les poutres. La ferrure de soutènement du mur de droite dessine une croix. On se penche, et l'œil se perd dans un profond cylindre de briques, qu'emplit un entassement de ténèbres. Tout autour du puits, le bas des murs disparaît dans les orties. Ce puits n'a point pour devanture la large dalle bleue qui sert de tablier à tous les puits de Belgique. La dalle bleue y est remplacée par une traverse à laquelle s'appuient 5 ou 6 difformes tronçons de bois noueux et ankylosés, qui ressemblent à de grands ossements. Il n'a plus ni seau, ni chaîne, ni poulie, mais il a encore la cuvette de pierre qui servait de déversoir. L'eau des pluies s'y amasse, et de temps en temps un oiseau des forêts voisines vient y boire et s'envole. Une maison dans cette ruine, la maison de la ferme, est encore habitée. La porte de cette maison donne sur la cour. À côté d'une jolie plaque de serrure gothique, il y a sur cette porte une poignée de fer à trèfle, posée de biais. Au moment où le lieutenant hanovrien Wilda saisissait cette poignée pour se réfugier dans la ferme, un sapeur français lui abattit la main d'un coup de hache. La famille qui occupe la maison a pour grand-père l'ancien jardinier Van Kylsom, mort depuis longtemps. Une femme en cheveux gris vous dit « J'étais là. J'avais 3 ans. Ma sœur plus grande avait peur et pleurait. On nous a emportés dans les bois. J'étais dans les bras de ma mère. On se collait l'oreille à terre pour écouter. Moi j'imitais le canon, et je faisais boum boum. » Une porte de la cour, à gauche, nous l'avons dit, donne dans le verger. Le verger est terrible. Il est en 3 parties, on pourrait presque dire en 3 actes. La première partie est un jardin, la deuxième est le verger, la troisième est un bois. Ces 3 parties ont une enceinte commune, du côté de l'entrée les bâtiments du château et de la ferme, à gauche une haie, à droite un mur, au fond un mur.
Le mur de droite est en briques, le mur du fond est en pierre. On entre dans le jardin d'abord. Il est en contrebas, planté de groseilliers, encombré de végétation sauvage, fermé d'un terrassement monumental en pierre de taille avec balustres à double renflement. C'était un jardin seigneurial dans ce premier style français qui a précédé le nôtre, ruine et ronce aujourd'hui. Les pilastres sont surmontés de globes qui semblent des boulets de pierre. On compte encore 43 balustres sur leur dés, les autres sont couchés dans l'herbe. Presque tous ont des éraflures de mousqueterie. Un balustre brisé est posé sur l'étrave, comme une jambe cassée. C'est dans ce jardin, plus bas que le verger, que 6 voltigeurs du premier léger, ayant pénétré là et n'en pouvant plus sortir, pris et traqués comme des ours dans leur fosse, acceptèrent le combat avec 2 compagnies hanovriennes, dont une était armée de carabines. Les hanovriens bordaient ces balustres et tiraient d'en haut. Ces voltigeurs, ripostant d'en bas, 6 contre 200, intrépides, n'ayant pour abri que les groseilliers, mirent un quart d'heure à mourir. On monte quelques marches, et du jardin on passe dans le verger proprement dit. Là, dans ces quelques toises carrées, 1500 hommes tombèrent en moins d'1 heure. Le mur semble prêt à recommencer le combat. Les 38 meurtrières percées par les Anglais à des hauteurs irrégulières, y sont encore. Devant la 16e sont couchées 2 tombes anglaises en granit. Il n'y a de meurtrières qu'au mur sud. L'attaque principale venait de là. Ce mur est caché au dehors par une grande haie vive. Les Français arrivèrent, croyant n'avoir affaire qu'à la haie, la franchirent et trouvèrent ce mur, obstacle et embuscade, les gardes anglaises derrière, les 38 meurtrières faisant feu à la fois, un orage de mitraille et de balles, et la brigade Soye s'y brisa. Waterloo commença ainsi. Le verger pourtant fut pris. On n'avait pas d'échelle, les Français grimpèrent avec les ongles. On se battit corps à corps sous les arbres. Toute cette herbe a été mouillée de sang. Un bataillon de Nassau, 700 hommes, fut foudroyé là. Au dehors le mur, contre lequel furent braquées les 2 batteries de Kellermann, est rongé par la mitraille. Ce verger est sensible comme un autre au mois de mai. Il a ses boutons d'or et ses pâquerettes, l'herbe y est haute, des chevaux de charrue y paissent, des cordes de crin où sèche du linge traversent les intervalles des arbres et font baisser la tête aux passants, on marche dans cette friche et le pied enfonce dans les trous de taupe. Au milieu de l'herbe on remarque un tronc déraciné, gisant, verdissant. Le major Blackman s'y est adossé pour expirer. Sous un grand arbre voisin est tombé le général allemand Duplat, d'une famille française réfugiée à la révocation de l'édit de Nantes. Tout à côté se penche un vieux pommier malade pansé avec un bandage de paille et de terre glaise. Presque tous les pommiers tombent de vieillesse. Il n'y en a pas un qui n'ait sa balle, ou son biscaïen. Les squelettes d'arbres morts abondent dans ce verger. Les corbeaux volent dans les branches, au fond il y a un bois plein de violettes. Baudouin tué, Foy blessé, l'incendie, le massacre, le carnage, un ruisseau fait de sang anglais, de sang allemand et de sang français, furieusement mêlés, un puits comblé de cadavres, le régiment de Nassau et le régiment de Brunswick détruits, Duplat tué, Blackman tué, les gardes anglaises mutilées, 20 bataillons français sur les 40 du corps de Reille décimés, 3000 hommes dans cette seule masure de Hougomont, sabrés, écharpés, égorgés, fusillés, brûlés. Et tout cela pour qu'aujourd'hui un paysan dise à un voyageur « Monsieur, donnez-moi 3 francs, si vous aimez, je vous expliquerai la chose de Waterloo. » Chapitre 3. Le 18 juin 1815. Retournons en arrière, c'est un des droits du narrateur, et replaçons-nous en l'année 1815, et même un peu avant l'époque où commence l'action racontée dans la première partie de ce livre. S'il n'avait pas plu dans la nuit du 17 au 18 juin 1815, l'avenir de l'Europe était changé. Quelques gouttes d'eau de plus ou de moins ont fait pencher Napoléon. Pour que Waterloo fût la fin d'Austerlitz, la Providence n'a eu besoin que d'un peu de pluie, et un nuage traversant le ciel à contresens de la saison a suffi pour l'écroulement d'un monde. La bataille de Waterloo, et ceci a donné à Blücher le temps d'arriver, n'a pu commencer qu'à 11h30. Pourquoi ? Parce que la terre était mouillée, et il a fallu attendre un peu de raffermissement pour que l'artillerie pût manœuvrer. Napoléon était officier d'artillerie, et il s'en ressentait. Le fond de ce prodigieux capitaine, c'était l'homme qui dans le rapport au directoire sur Aboukir, disait « Tel de nos boulets a tué 6 hommes ».
Tous ces plans de bataille sont faits pour le projectile. Faire converger l'artillerie sur un point donné, c'était là sa clé de victoire. Il traitait la stratégie du général ennemi comme une citadelle, et il la battait en brèche. Il accablait le point faible de mitraille, il nouait et dénouait les batailles avec le canon. Il y avait du tir dans son génie. Enfoncer les carrés, pulvériser les régiments, rompre les lignes, broyer et disperser les masses, tout pour lui était là. Frapper, frapper, frapper sans cesse, et il confiait cette besogne au boulet. Méthode redoutable, et qui, jointe au génie, a fait invincible pendant 15 ans ce sombre athlète du pugilat de la guerre. Le 18 juin 1815, il comptait d'autant plus sur l'artillerie qu'il avait pour lui le nombre. Wellington n'avait que 159 bouches à feu, Napoléon en avait 240. Supposé la terre sèche, l'artillerie pouvant rouler, l'action commençait à 6 heures du matin. La bataille était gagnée, et finie à 2 heures, 3 heures avant la péripétie prussienne. Quelle quantité de fautes y a-t-il de la part de Napoléon dans la perte de cette bataille? Le naufrage est-il imputable au pilote? Le déclin physique évident de Napoléon se compliquait-il à cette époque d'une certaine diminution intérieure? Les 20 ans de guerre avaient-ils usé la lame comme le fourreau, l'âme comme le corps? Le vétéran se faisait-il fâcheusement sentir dans le capitaine? En un mot, ce génie, comme beaucoup d'historiens considérables l'ont cru, s'éclipsait-il? Entrait-il en frénésie, pour se déguiser à lui-même son affaiblissement? Commençait-il à osciller sous l'égarement d'un souffle d'aventure? Devenait-il chose grave dans un général, inconscient du péril? Dans cette classe de grands hommes matériels qu'on peut appeler les géants de l'action, y a-t-il un âge pour la myopie du génie? La vieillesse n'a pas de prise sur les génies de l'idéal. Pour les Dantès et les Michel-Ange, vieillir, c'est croître. Pour les Hannibols et les Bonaparte, est-ce décroître? Napoléon avait-il perdu le sens direct de la victoire? En était-il à ne plus reconnaître l'écueil, à ne plus deviner le piège, à ne plus discerner le bord croulant des abîmes? Manquait-il du flair des catastrophes? Lui qui jadis savait toutes les routes du triomphe, et qui, du haut de son char d'éclairs, les indiquait d'un doigt souverain, avait-il maintenant cet ahurissement sinistre de mener au précipice son tumultueux attelage de légions? Était-il pris à 46 ans, d'une folie suprême? Ce cocher titanique du destin n'était-il plus qu'un immense casse-cou? Nous ne le pensons point. Son plan de bataille était de l'aveu de tous, un chef-d'œuvre. Aller droit au centre de la ligne alliée, faire un trou dans l'ennemi, le couper en deux, pousser la moitié britannique sur Hal et la moitié prussienne sur Tongres, faire de Wellington et de Blücher deux tronçons, enlever Montchaillan, saisir Bruxelles, jeter l'Allemand dans le Rhin et l'Anglais dans la mer. Tout cela pour Napoléon était dans cette bataille. Ensuite on verrait. Il va sans dire que nous ne prétendons pas faire ici l'histoire de Waterloo. Une des scènes génératrices du drame que nous racontons se rattache à cette bataille, mais cette histoire n'est pas notre sujet. Cette histoire d'ailleurs est faite magistralement, à un point de vue par Napoléon, à l'autre point de vue par toute une pléiade d'historiens. Quant à nous, nous laissons les historiens aux prises, nous ne sommes qu'un témoin à distance, un passant dans la plaine, un chercheur penché sur cette terre pétrie de chair humaine, prenant peut-être des apparences pour des réalités. Nous n'avons pas le droit de tenir tête au nom de la science, à un ensemble de faits où il y a sans doute du mirage. Nous n'avons ni la pratique militaire ni la compétence stratégique qui autorise un système. Selon nous, un enchaînement de hasards domine à Waterloo les deux capitaines, et quand il s'agit du destin ce mystérieux accusé, nous jugeons comme le peuple se juge naïf. Chapitre 4. Ceux qui veulent se figurer nettement la bataille de Waterloo, n'ont qu'à coucher sur le sol par la pensée, un A majuscule. Le jambage gauche de l'A est la route de Nivelles, le jambage droit est la route de Genappe, la corde de l'A est le chemin creux d'Auen à Braine-l'Alleud. Le sommet de l'A est Montchaillan, l'A est Wellington, la pointe gauche inférieure est Hougomont, l'A est Reille avec Jérôme Bonaparte, la pointe droite inférieure est la Belle Alliance, l'A est Napoléon. Un peu au-dessous du point où la corde de l'A rencontre et coupe le jambage droit et l'A est Sainte. Au milieu de cette corde est le point précis où s'est dit le mot final de la bataille. C'est là qu'on a placé le lion, symbole involontaire du suprême héroïsme de la garde impériale.
le triangle compris au sommet de la, entre les deux jambages et la corde, et le plateau de Montchaillan. La dispute de ce plateau fut toute la bataille. Les ailes des deux armées s'étendent à droite et à gauche des deux routes de Genappe et de Nivelles, d'Erlon faisant face à Picton, Reille faisant face à Isle. Derrière la pointe de la, derrière le plateau de Montchaillan est la forêt de Soignes. Quant à la plaine en elle-même, qu'on se représente un vaste terrain ondulant, chaque pli domine le pli suivant, et toutes les ondulations montent vers Montchaillan et y aboutissent à la forêt. Deux troupes ennemies sur un champ de bataille sont deux lutteurs. C'est un bras-le-corps. L'une cherche à faire glisser l'autre. On se cramponne à tout. Un buisson est un point d'appui, un angle de mur est un épaulement. Faute d'une bicoque où s'adosser, un régiment lâche-pied. Un ravalement de la plaine, un mouvement de terrain, un sentier transversal à propos, un bois, un ravin, peuvent arrêter le talon de ce colosse qu'on appelle une armée, et l'empêcher de reculer. Qui sort du champ est battu. De là, pour le chef responsable, la nécessité d'examiner la moindre touffe d'arbre et d'approfondir le moindre relief. Les deux généraux avaient attentivement étudié la plaine de Montchaillan, dite aujourd'hui plaine de Waterloo. Dès l'année précédente, Wellington, avec une sagacité prévoyante, l'avait examinée comme un en-cas de grande bataille. Sur ce terrain et pour ce duel, le 18 juin, Wellington avait le bon côté, Napoléon le mauvais. L'armée anglaise était en haut, l'armée française en bas. Esquissez ici l'aspect de Napoléon, à cheval, sa lunette à la main, sur la hauteur de Rossomme, à l'aube du 18 juin 1815, cela est presque de trop. Avant qu'on le montre, tout le monde l'a vu. Ce profil calme sous le petit chapeau de l'école de Brienne, cet uniforme vert, le revers blanc cachant la plaque, la redingote grise cachant les épaulettes, l'angle du cordon rouge sous le gilet, la culotte de peau, le cheval blanc avec sa housse de velours pourpre ayant au coin des N couronnées et des aigles, les bottes à l'écuyère sur des bas de soie, les éperons d'argent, l'épée de Marengo, toute cette figure du dernier César est debout dans les imaginations, acclamée des uns, sévèrement regardée par les autres. Cette figure a été longtemps toute dans la lumière, cela tenait à un certain obscurcissement légendaire que la plupart des héros dégagent, et qui voile toujours plus ou moins longtemps la vérité, mais aujourd'hui l'histoire et le jour se font. Cette clarté l'histoire est impitoyable, elle a cela d'étrange et de divin que toute lumière qu'elle est, et précisément parce qu'elle est lumière, elle met souvent de l'ombre là où l'on voyait des rayons. Du même homme elle fait deux fantômes différents, et l'un attaque l'autre, et en fait justice, et les ténèbres du despote luttent avec l'éblouissement du capitaine. De là une mesure plus vraie dans l'appréciation définitive des peuples. Babylone violée diminue Alexandre, Rome enchaînée diminue César, Jérusalem tuée diminue Titus. La tyrannie suit le tyran. C'est un malheur pour un homme de laisser derrière lui de la nuit qui a sa forme. Chapitre 5. Le quid obscurum des batailles. Tout le monde connaît la première phase de cette bataille, début trouble, incertain, hésitant, menaçant pour les deux armées, mais pour les Anglais plus encore que pour les Français. Il avait plu toute la nuit, la terre était défoncée par l'averse, l'eau s'était çà et là amassée dans les creux de la plaine comme dans des cuvettes, sur de certains points les équipages du train en avaient jusqu'à l'essieu, les sous-ventrières des attelages dégoûtaient de boue liquide, si les blés et les seigles couchés par cette cohue de charrois en masse n'eussent comblé les ornières et fait litière sous les roues, tout mouvement, particulièrement dans les vallons du côté de Papelotte, eût été impossible. L'affaire commença tard. Napoléon, nous l'avons expliqué, avait l'habitude de tenir toute l'artillerie dans sa main comme un pistolet, visant tantôt tel point, tantôt tel autre de la bataille, et il avait voulu attendre que les batteries attelées puissent rouler et galoper librement, il fallait pour cela que le soleil parût et séchât le sol. Mais le soleil ne parut pas. Ce n'était plus le rendez-vous d'Austerlitz. Quand le premier coup de canon fut tiré, le général anglais Colville regarda à sa montre et constata qu'il était 11h35. L'action s'engagea avec furie, plus de furie peut-être que l'empereur n'eût voulu, par l'aile gauche française sur Hougomont. En même temps Napoléon attaqua le centre en précipitant la brigade Quiot sur la haie Sainte, et Ney poussa l'aile droite française contre l'aile gauche anglaise qui s'appuyait sur Papelotte. L'attaque sur Hougomont avait quelques simulations, attirer la Wellington, le faire pencher à gauche, tel était le plan.
Ce plan eût réussi, si les 4 compagnies des gardes anglaises et les braves Belges de la division Perponcher n'eussent solidement gardé la position, et Wellington, au lieu de s'y masser. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.